Bonsoir. Ma voix de crôneuse. Enchantée, si tout le monde peut prendre place, notamment sur les rangs de devant. On sait que vous aimez pas trop, mais si vous voulez vous mettre devant, il y a 4 magnifiques places. Sinon, c'est pas grave. Merci Madeleine. Si quelqu'un veut... Voilà, exactement. Je vais te laisser le micro, en fait. Bienvenue, déjà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus à ce 6e ou 7e Talk and Drink qu'on organise donc avec Johanna. On est toutes les deux donc les cofondatrices du Women's Ace Club. Ce soir, c'est Conto qui nous accueille dans ses locaux. Merci beaucoup d'ailleurs de nous accueillir. Pour celles et ceux qui nous suivent depuis un petit moment, ils savent que Conto est un de nos principaux partenaires, notamment sur la dernière saison du podcast. Moi, je vais juste vous prendre 2-3 minutes pour vous expliquer qui on est, pour celles et ceux qui viennent pour la première fois, parce que je sais qu'il y en a pas mal dans la salle. Pour les autres, ça sera peut-être une redite, mais c'est pas grave, comme ça vous aurez l'update aussi de tous nos chiffres. Donc nous avec Johanna aujourd'hui, donc on a lancé le Women's Ace Club depuis 1 an, donc en février 2023. Le Women's Ace Club, c'est la plus grande communauté de femmes commerciales en France. Aujourd'hui, notre mission, c'est de promouvoir l'excellence business et commerciale portée par les femmes. Comment ? En faisant accéder les femmes commerciales à un réseau, à des événements qui soient en fait des événements inspirationnels ou plutôt techniques comme ce soir, et aussi à des opportunités professionnelles carrière à travers un Slack. Et pour les entreprises, c'est aussi les aider à recruter, à former et à fidéliser leurs talents à travers des actions que l'on mène avec elles et aussi des programmes de formation que l'on développe, dont je vous parlerai après. Nos chiffres clés depuis 1 an, c'est déjà, là ça y est, on a passé la barre des 2000 membres sur la communauté Slack. Donc on est vraiment très fiers de vous l'annoncer. Merci. Le deuxième chiffre, c'est qu'on a dépassé les 30 000 followers sur LinkedIn entre nos différents comptes. Donc on est aussi très heureuse de voir ça. Depuis 1 an, c'est plus de 20, je crois qu'on arrive à 22 événements organisés. Donc plus d'une dizaine avec des entreprises partenaires comme ce soir, donc des entreprises Conto, Adobe, Salesforce, aussi plutôt des organismes comme la BPI France. Donc c'est une année qui a été riche en événementiel. On a aussi des événements, je crois que c'est 8 ou 9 qui ont été faits en région, plutôt sous format after work, puisque aujourd'hui on a aussi une communauté à Bordeaux, on a une communauté à Lyon, à Rennes, à Lille, à Marseille et à Nantes, qui sont assez actives et qui se voient régulièrement. Donc on est aussi très fiers de ne pas que se développer à Paris. Et enfin, le dernier chiffre, c'est le podcast, avec aujourd'hui plus de 3 saisons enregistrées par Johanna et 18 épisodes qui sont tout aussi sponsorisés par des partenaires entreprises. Donc voilà un peu tout ce qui se passe depuis 1 an. Et ça, tous ces événements et tous ces chiffres représentent le Women's Ace Club Community aujourd'hui. Et depuis le mois de septembre, on a développé une deuxième brique qui est plutôt le Women's Ace Club Training avec 2 programmes, le Women's Ace Club for Executives et le Women's Ace Club Accelerator. Le Women's Ace Club for Executives, c'est un programme pour des femmes qui sont plutôt Sales Director jusqu'à VP Sales dans des grandes entreprises ou dans des scale-up en forte croissance. Et on va les accompagner pendant 1 an à travers une brique networking, co-développement entre pairs et coaching aussi pour aller les aider à chercher la next step et pourquoi pas un rôle de direction générale. C'est le but, d'aller chercher le plus haut niveau, en tout cas pour celles qui le souhaitent. Et le deuxième programme, c'est le Women's Ace Club Accelerator
que l'on lance la fin avril. La première promotion est complète avec 24 femmes qui nous rejoignent et qui est un programme destiné à des femmes de sales manager jusqu'à head of sales dans tout type d'entreprise et donc qui cherchent aussi l'accélération et d'aller jusqu'à des rôles de director ou plus également. Donc voilà pour le training. Aujourd'hui, c'est des programmes qui sont financés par les entreprises qui nous rejoignent. Et pour vous donner quelques exemples, on a des entreprises comme beaucoup de la tech pour le moment, Microsoft, Amazon, Salesforce, HubSpot, qui est aussi représenté ce soir, Scaleway. Donc, on est très fiers. Et puis, on va accueillir beaucoup plus d'industries sur nos programmes de septembre, puisque, en fait, ces 2 trainings redémarrent en septembre avec des industries différentes qui seront aussi représentées. Donc, voilà. Je vais peut-être laisser la parole à... Je devais laisser la parole à Chloé, je ne la vois pas, de chez Conto, qui va vous dire un mot. Merci beaucoup. Bravo. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, je suis beaucoup moins à l'aise avec l'exercice qu'elles, donc elles n'ont pas de fiche, elles gèrent. Moi, j'ai ma petite fiche de révision, donc je vais un petit peu lire si c'est OK pour vous. Donc je m'appelle Chloé, je travaille ici chez Conto au marketing. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Conto, c'est une solution innovante de gestion financière à destination des professionnels. Donc Conto, en fait, a une ambition simple, c'est de faciliter le quotidien des auto-entrepreneurs et des PME. Je sais qu'on a des sales ce soir et que vous aimez parler chiffres. Donc concrètement, Conto, en quelques chiffres, on compte plus de 450 000 clients à travers nos 4 marchés européens. Et on a contribué à la création de plus de 140 000 entreprises depuis nos débuts. Ce soir, c'est avec grand plaisir qu'on accueille et qu'on ouvre nos portes pour la 6e édition du Talk and Drink. Donc on est très très fiers de co-organiser ça avec vous, avec le Women's Sales Club. Et en plus, elles sont clientes Conto. Donc ça s'applaudit effectivement. Avant de démarrer cette soirée, je voulais vous poser une petite question pour introduire en fait la soirée. Je voulais savoir si vous aviez une idée de la proportion des femmes qui travaillaient dans la tech aujourd'hui. 25 ? J'ai du 25. Je reste sur du 25. Alors un petit peu plus, 30. On est à 30%. Donc voilà, c'est pas si mal, mais quand même, ça représente moins d'un tiers des effectifs, donc on n'y est pas encore. Chez Conto, on a des objectifs assez ambitieux et on dépasse cette moyenne puisque les femmes représentent 44% de nos effectifs. Alors c'est des chiffres très encourageants, mais on sait qu'il y a encore du chemin à parcourir pour atteindre la parité parfaite. Et c'est dans cet esprit qu'on continue à recruter activement des femmes et à tout niveau et dans tout domaine, notamment dans les sales. On est convaincus que la parité, c'est un levier essentiel pour booster la performance de nos équipes. Donc c'est pour ça que depuis septembre dernier, on a créé une ERG, dont j'ai l'honneur d'être la coordinatrice opérationnelle et la porte-parole aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept d'ERG, très rapidement, c'est un groupe de soutien interne qui est composé exclusivement de collaborateurs et qui œuvre pour promouvoir l'égalité des femmes au sein de l'entreprise. Donc en fait, on a des initiatives de sensibilisation tout au long de l'année et qui touchent nos 1400 collaborateurs. Donc ce soir, on aura le privilège d'écouter les témoignages de Dorine, Dorothée et de Tiffaine. On partagera avec elles leurs expériences diverses et enrichissantes pendant environ 1 heure. Et puis après, on passera sur une partie un peu plus networking et conviviale avec un cocktail. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas endormi parce que ce n'est pas la partie la plus intéressante. On va passer directement au talk. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci. J'aurais dû monter avant, clairement. Voilà, j'ai mis le meilleur jean en plus. Bonsoir. J'ai la chance avec ma voix, qui n'est pas ma voix naturelle, d'animer cet échange qui va être autour. Dorine est dans le même cas de moi, donc ça va être vraiment très agréable. On anime ce soir un talk autour du couple inbound et outbound comme stratégie gagnante dans les entreprises. On va commencer par le talk et ensuite il y aura bien sûr une session Q&A pour que vous puissiez poser vos questions une fois qu'on sera venu à bout de ce sujet qui ne se traite pas en 1 heure, mais on va faire de notre max. Déjà, je vais vous laisser la parole à toutes les 3 pour que vous puissiez quand même vous présenter, vous situer, qu'on comprenne un peu vos périmètres, votre job et qu'est-ce qui fait qu'on vous a ce soir avec nous. Vous m'entendez ? Ouais. Donc, encore une fois, ce n'est pas ma voix. Je ne fume pas. Malheureusement, je n'ai plus de voix.
J'ai la chance d'avoir un bébé de 20 mois et donc il me donne tout, pas seulement de l'amour. Donc pour le coup, moi, c'est Dorine. Ça va faire 1 année que je suis chez Scaleway. J'ai le rôle de Chief Sales Officer. Donc Chief Sales Officer, c'est comme CRO, c'est juste un autre nom. J'ai la chance de pouvoir manager plusieurs équipes sur tout le sales cycle, les équipes de business development, où on a la manager ici ce soir, Pilar, les équipes de CSM, où on a aussi la manager ce soir, Nadia, les équipes d'account exécutive, où on a aussi le manager ce soir, Simon. Je manage aussi les équipes de partner et channel, il n'est pas là. Les équipes de sales enablement, pas là. Et j'ai d'autres équipes aussi qui nous aident tout au long. On a aussi les équipes de pré-sales. Donc nous avons des ingénieurs dans les équipes sales qui nous aident au quotidien. Donc toutes ces équipes, tous ensemble, sous le même chapiteau, ça aide vraiment beaucoup à la collaboration, à travailler ensemble, d'avoir la même culture et les mêmes objectifs. Donc voilà, rapidement sur mon sujet. Parfait. Merci. Donc moi, je suis Dorothée Lecomte, je suis la Sales Director du marché français chez Conto. J'ai rejoint Conto il y a 2 ans et je m'occupe aujourd'hui d'une équipe d'une 40aine de sales, mais pas que. J'ai la chance de pouvoir intervenir sur l'ensemble du cycle de vente comme toi. Donc je vais gérer les équipes inbound, les équipes outbound, mais pas seulement. Je vais pouvoir aussi gérer tout ce qui se passe après la signature du contrat. Donc la partie, ce qu'on appelle CSM ou CAM, en fonction des sociétés, sur les plus gros clients. Donc c'est en effet très intéressant parce que ça permet de piloter toutes ces équipes avec une seule stratégie et un seul fil rouge et d'éviter les petites tensions, enfin, il y en a toujours, hein, mais d'éviter les grosses tranchées du coup qu'il peut y avoir entre les sales, les CSM et d'être très orienté client, de penser toujours au client. Donc c'est notre priorité aujourd'hui. Et à l'origine, j'avais rejoint Conto notamment pour développer l'outbound. On va parler ce soir des 2 sujets, hein, mais Conto est une machine inbound à l'origine et une belle machine inbound. Et l'objectif de ma venue il y a 2 ans, c'était de développer cette stratégie outbound et une culture commerciale qui est, on va le voir, très challengeante à mettre en place. Voilà. C'est sûr qu'on ne s'ennuie pas. Bonjour à tous et à toutes. Ravie d'être ici. Merci Jade Johanna pour l'accueil. Merci Dorothée de nous recevoir dans ces magnifiques locaux. Je suis un peu jalouse. Je m'appelle Tiffaine Rich et je suis directrice commerciale chez HubSpot. HubSpot, c'est une entreprise qui accompagne aujourd'hui un peu plus de 200 000 clients dans leur croissance via différents canaux, des solutions marketing, des solutions pour les forces commerciales, donc un CRM, ou encore des solutions après-vente via, par exemple, du ticketing, ce genre de choses. Je dirige aujourd'hui les équipes Southern Europe, donc principalement 3 pays, la France, l'Espagne et l'Italie. Donc ça représente à peu près 70 commerciaux. Le gros de mes effectifs aujourd'hui sont en France, donc c'est une 60aine de personnes en France. Et je travaille avec 9 managers qui m'accompagnent pour développer notre présence dans ces marchés qui sont assez excitants. Tu parlais de ta relation avec l'outbound. J'ai eu un peu la même mission en arrivant chez HubSpot. HubSpot aussi, grosse connotation inbound, on y reviendra. Mais l'objectif aussi de prendre ce virage outbound qui est important. Moi, pour vous dire, j'ai une casquette pure outbound dans toutes mes expériences de sales. Je viens d'une entreprise qui s'appelle Meltwater, qui avant ça, qui avait pas de marketing lead, qui il y a 10 ans, ou un peu moins de 10 ans quand je suis arrivée, n'était pas du tout connu sur le marché français. Donc c'était vraiment à la force du téléphone et je suis assez passionnée par l'outbound. Et me voilà dans une des entreprises très connotées inbound, donc plein de choses à dire sur ce sujet assez passionnant. Voilà pour moi. Merci. Ça va être dur, hein. Merci à tous. Demain, je ne parle plus. Merci à toutes les 3. Je voulais quand même revenir un peu sur les définitions des termes inbound, outbound. Tout le monde n'est pas toujours aussi familier avec ce que ça veut dire. Du coup, je voudrais vous faire toutes les 3 revenir sur ce que c'est l'inbound, ce que c'est l'outbound, pourquoi l'inbound, des fois géré par le sales, des fois par le marketing, comment on fait du lien entre les deux. Avant qu'on aille plus loin sur le sujet, c'était important de redéfinir un peu les termes. Yes, mais je peux commencer par l'inbound. L'inbound, c'est une méthodologie qui va permettre d'accélérer la croissance des entreprises en maintenant une relation étroite et très personnalisée, donc avec l'aide du marketing, avec ces entreprises, donc avec ses futurs prospects et clients. Chez HubSpot, je ne sais pas si certaines d'entre vous, certains ont écouté le podcast. Tiffaine était la semaine dernière à ton micro, Johanna, et a très très bien expliqué ça. Chez HubSpot, on voit 3 piliers pour ça. Le premier, c'est attirer, donc
des prospects, donc du froid, via du contenu marketing assez ciblé et personnalisé. Une fois qu'on attire ces prospects froids, c'est aller les transformer, donc interagir pour passer du froid au chaud. Et une fois qu'on est chaud, aller les closer, et donc cette fois-ci, fidéliser. Pourquoi fidéliser ? Parce que il n'y a pas de meilleur représentant de son propre produit que ses propres clients qui vont aller partager comment ils nous utilisent, etc. Et donc, on veut transformer ces clients en promoteurs de la solution. Donc voilà pour l'inbound. Et du coup, je prends le relais sur l'outbound. L'outbound, c'est un petit peu plus la vente traditionnelle qu'on connaît, qui est vraiment cette vente où on va chercher le client. Donc une vente beaucoup plus basée sur l'humain. C'est un canal qui est définitivement beaucoup plus humain, où votre acteur va vraiment aller proactivement chercher des nouveaux prospects, donc avec son meilleur outil qui est son téléphone et sa motivation, parce que c'est un job qui est dur, c'est un job qu'il faut pouvoir réinventer au quotidien. On va en parler ce soir. Donc voilà, l'outbound qui est beaucoup plus traditionnel, mais qui se modernise énormément. On va aussi en parler avec les outils qui sont aujourd'hui à la disposition des canaux outbound. Alors on va parler beaucoup SaaS, donc désolé pour ceux qui ne sont pas dans le monde merveilleux du SaaS. Ce n'est pas une fin en soi. Il y a plein de façons de faire du sales sans forcément être dans le SaaS. Mais c'est vrai qu'on a plein d'acronymes où on a la chance d'avoir aussi beaucoup d'outils pour nous soutenir. Donc l'outbound aujourd'hui beaucoup plus basé sur plusieurs stratégies de multicanaux. Chez Conto, chez mes précédentes expériences aussi, on avait du multicanal. Qu'est-ce que c'est le multicanal ? C'est évidemment du téléphone, mais il y a aussi de l'emailing, des grosses stratégies d'emailing aujourd'hui. On va avoir aussi les réseaux sociaux qui vont beaucoup nous aider pour faire de l'outbound. Des événements aussi qu'on peut transformer en événements outbound. Donc voilà, plusieurs possibilités. Moi, je suis plutôt une inconditionnelle du téléphone aussi. Je pense que c'est ce qui marche le mieux encore aujourd'hui. Ça vous permet vraiment de personnaliser au maximum votre accroche. Et quand on veut faire quand même de la qualité, parce qu'on est là pour faire de la qualité, c'est ce qu'il y a de plus pertinent aujourd'hui sur l'outbound. Et juste pour compléter, il y a... Non, parce que tu me connais, j'ai pas assez de voix, merci de le redire. Il y a le mélange vraiment hyper intéressant de l'inbound et outbound ensemble. Je pense que c'est ce couple qui marche super bien quand on arrive à faire ce qu'on appelle de l'account-based marketing. Donc d'avoir du froid qui rentre, mais qui a déjà été préchauffé pour l'outbound, de recevoir sur les comptes clés et les comptes choisis ensemble avec les accounts exécutives, les personnes qui font de la prospection, d'arriver à avoir ces premiers signaux, ces premiers intérêts grâce au marketing, de pouvoir les récupérer, de les appeler, complètement d'accord qu'il faut appeler, ça reste le meilleur outil, et d'avoir l'approche humaine, de les trouver sur les événements, d'aller les rejoindre, de faire « Ah, je savais pas que tu étais là ». Voilà, ça marche bien. Et d'avancer comme ça ensemble pour faire de l'humain, même s'il y a plein d'outils, et on en parlera, cette approche humaine, c'est celle qui marche le mieux, et d'arriver à personnaliser au maximum. Le couple inbound-outbound est né chez Scaleway, on va dire assez naturellement. À la base, c'est une boîte qui est product-led. Le produit, c'est longtemps vendu sans équipe sales derrière, où c'était du self-serve, où tu allais sur la plateforme, tu prenais ton produit, tu mettais ta carte bleue et ça rentrait. On a changé cette stratégie à mon arrivée et à l'arrivée du CEO, où on a décidé d'avoir une attaque grand compte, une attaque 440, et d'aller chasser ces grands comptes, de choisir nos clients. Et c'est là où l'outbound s'est couplé à l'inbound, avec des grosses campagnes marketing derrière, qui nous aident, nous, à aller prendre de l'outbound quand même assez chauffé, donc ce qui peut aider à faire des call blitz et d'autres choses qu'on va parler dans quelques secondes. Merci déjà pour l'introduction. À chaque fois que j'arrête de parler, il faut que je redémarre. C'est un moteur. La question que je voulais un peu vous poser, vous avez parlé tout à l'heure de transition, de l'inbound vers l'outbound. C'est un peu de comprendre comment vous avez... Aujourd'hui, l'outbound est incontournable dans toutes les entreprises. Je pense qu'il n'y a plus une seule entreprise qui peut se passer d'avoir de l'outbound. Comment vous avez amorcé cette stratégie et quels sont les enjeux et les différentes stratégies que vous avez dû mettre en place pour amorcer justement cette transition de l'inbound vers l'outbound, même si on le comprend bien que les deux restent, bien évidemment, et qu'on vient juste compléter l'inbound par l'outbound et pas le remplacer.
Ouais, c'est un très bon point et je pense que c'est intéressant déjà de pourquoi est-ce qu'il y a ce virage à outbound. Pourquoi est-ce que sur 3 personnes, il y en a 2 qui ont été embauchées en tant que directrice commerciale pour avoir ce virage à outbound. Donc encore une fois, on est assez dans le monde du SaaS et de la tech, désolé, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a le Covid qui est arrivé et qui a un petit peu secoué tous nos clients qui ont été forcés à se digitaliser. Qu'est-ce qui se passe en 2021 ? Tout à coup, il est essentiel d'avoir des outils dans le SaaS, dans la tech, pour s'assurer qu'on continue à accompagner nos clients comme il se doit. Donc en 2021, je ne sais pas s'il y a des recruteurs dans la salle à cette époque, c'était un enfer de trouver des talents. Il y avait une telle croissance qu'il fallait trouver les bonnes personnes et assouvir cette croissance et donc répondre à cette demande très très forte. Comme toute bonne chose a une fin, 2022, ça s'est un petit peu calmé. Et qu'est-ce qui se passe ? L'objectif d'un directeur commercial aujourd'hui, c'est, numéro 1, de délivrer de la croissance year on year. Donc, tu as fait X en 2021, il faut que tu fasses X plus 20%, 30%, 40%, etc. Et donc, à un moment, pour délivrer cette croissance, l'inbound ne suffit plus puisque ça commence à redescendre et il faut avoir ce virage à outbound. Donc, je pense que c'était important de déjà repréciser pourquoi tout à coup on se met à tous parler d'outbound très fort. Comment ça se met en place ? Moi, je suis un petit peu monomaniaque dans ma manière de gérer mon organisation. J'ai 4 piliers qui sont super importants. On en avait déjà parlé lors d'un talk. Dorothée, désolée, je radote. Mais 4 piliers qui sont essentiels dans une organisation ou dans une équipe sales, peu importe, manager, leader, etc., qu'il faut surveiller. Le premier, ce sont les people. Donc les people, dans le virage outbound, il est essentiel. Évidemment, on ne recrute pas les mêmes personnes pour faire de l'outbound que de faire de l'inbound. C'est des profils où il faut un drive énorme, il ne faut pas avoir peur de pick up the phone, il faut avoir de l'entrain aussi pour y aller, parce que c'est pas simple de se motiver et de se dire bon, je vais appeler quelqu'un qui m'a rien demandé et je vais essayer de le convaincre d'acheter mes produits. Concrètement, c'est un peu ça qui se passe. Et donc, il y a toute une stratégie. Et je pense que Dorothée, on a vécu un peu la même chose. Moi, je suis arrivée chez HubSpot il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui, où la talent acquisition strategy, donc le type de talent qu'on recherche, c'est le premier pas, si vous voulez, pour effectuer ce changement. Pour moi, je pense qu'il se fait à l'entrée. C'est difficile de changer une personne qui a toujours fait de l'inbound et de lui dire « Allez, pick up the phone, ça va bien se passer ». Je pense qu'on s'est pris quelques portes en faisant ça, donc vraiment à l'entrée. Le deuxième pilier, c'est la culture. Et une culture outbound, c'est super important. Je pourrais en parler des heures. C'est un sujet qui me passionne énormément. Mais je pense qu'il y a 2 points dans cette culture qui, ici, sont importants. La première chose, mettez du fun. Enfin, que vous soyez manager, leader, vous avez une responsabilité de créer un environnement où on va se marrer un petit peu. Parce que oui, c'est très très difficile d'aller pick up le phone et d'aller démarcher des gens qui n'ont rien demandé. Donc si on peut gamifier un petit peu ça, se motiver, se mettre tous dans l'open space. Moi je sais, je suis sûre que vous avez ça, les bureaux qui se montent à main. Allez, 14h, on y va tous, on s'appelle. Et c'est lié aussi aux people, parce qu'il faut qu'une addition de people fait la culture aussi, mais vraiment s'assurer qu'il y ait du fun. Parce que c'est pas dur et oui, on va se prendre des bâches. Je dis toujours à mes équipes, vous avez la responsabilité de la personne qui est en face de vous. Si tu as quelqu'un qui souffle tout le temps, qui n'est pas content, etc., ça ne donne pas envie. Si tu as une personne qui lève le bureau et qui à 14h se dit « Allez, je me fais 1 heure de call-call », ça va motiver. Donc, premier point de la culture. Le deuxième point, la place à l'erreur. Je pense que c'est super important en tant que leader, en tant que manager, de s'assurer qu'on n'ait pas peur de se tromper. Parce que il va falloir y aller, il va falloir délivrer du volume au départ. Plus tu vas tomber, plus tu vas apprendre, plus tu vas être efficient. Au début, tu es catastrophique dans tes ratios, donc tu dois être number 1 sur l'activité. Et une fois que tu es bon, tu te prends des bâches, tu apprends, tu améliores et tes ratios augmentent. C'est comme ça que ça se passe. Donc je pense qu'en tant que leader, on a une responsabilité à créer un espace suffisamment safe pour tomber. Et moi, ce que je disais, un sales qui est arrivé dans mon équipe, j'ai rencontré pour la première fois, en vrai tout à l'heure, Tristan. Je dis, tu as une mission, c'est faire un maximum d'erreurs le plus rapidement possible. Et après, on va faire du business. Les 2 autres points, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est la structure, ce que je pense qu'on va en reparler après. Mon 3e pilier, la structure, et enfin la vision en tant que leader. Le what's in it for me, je ne sais pas vous, mais plus ça va, plus les personnes qu'on recrute
il faut qu'il y ait un what's in it for me. Enfin, je dis ok, bref, le hard work, la notion, c'est en train de changer avec les. Je vais être très vieille en disant ça, mais avec les générations qui arrivent, et il faut qu'ils y retrouvent, du sens et du why. Et donc ça, je pense que c'est important aussi en tant que leader d'amener ça. Donc voilà des petits commentaires à ce sujet. Dorothée, je passe la parole. Ouais, j'aime bien le système des piliers. J'ai aussi des piliers, donc j'ai un peu les mêmes que les tiens. J'ai un pilier supplémentaire qui est l'infrastructure et les systèmes. Moi, je suis arrivée chez Conto, c'est toujours une machine inbound. Et basiquement, même juste le CRM était conçu que pour l'inbound. Donc, quand on a commencé en outbound ici, on a fait avec ce qu'on avait. Mais très rapidement, on s'est retrouvé bloqué parce qu'un CRM en inbound, c'est un CRM qui est orienté côté lead et pas côté compte. Donc rien que ce petit détail, c'est quand même 8 mois de développement où il faut que derrière, toute une équipe casse tout et refasse tout. Donc ça a été un gros chantier. On a la chance chez Conto d'avoir des équipes Sales Ops qui ont pu du coup reparamétrer notre CRM qui est Salesforce pour pouvoir avoir un CRM orienté pour l'outbound. Mais ça, c'est vraiment aussi plein de choses qu'il faut pas sous-estimer, d'avoir aussi des outils, des infrastructures qui sont pensées pour l'outbound et qui vont pouvoir communiquer aussi avec l'inbound. Donc ça, c'est un des sujets aussi qu'on a eu à développer, un gros challenge. Je suis alignée avec la culture. En effet, la culture, je pense que s'il y a un truc sur lequel vous devez vous battre, c'est la culture. En fait, le reste, vous allez pouvoir coacher, vous allez pouvoir investir, vous allez pouvoir vous faire conseiller. Mais la culture, c'est vraiment ce qui va donner l'ADN de votre équipe. C'est vraiment ce qui va faire que les sales, ou vous-même, juste, vous allez vous lever le matin pour vous dire « Ok, là, on y retourne, ça va être cool, je suis dans un collectif, on est là pour gagner collectivement. » Et j'insiste sur le terme « collectif ». Je pense que la performance individuelle, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui va amener une croissance constante et régulière dans la boîte, et c'est pas ça qui va faire rester les gens. Donc vraiment insister sur le collectif. Et je suis une très très grande fan du recrutement. J'ai commencé ma carrière dans le recrutement. Je suis complètement alignée avec ce que tu as dit. Et en fonction de la maturité de vos boîtes, je pense qu'il y a un sujet sur lequel il ne faut pas se louper, c'est qui vous faites rentrer dans votre équipe. Et si vous êtes au tout début de votre stratégie outbound, si vous vous posez la question de monter une stratégie outbound demain, il ne faut pas se tromper sur le premier profil que vous allez recruter, ni le deuxième, ni le troisième. Il ne faut pas recruter par dépit, même si ça fait 6 mois que vous cherchez un profil, jamais. Ça va vous coûter une fortune, et ça va vous coûter une fortune aussi sur le temps en fait, que vous allez passer à former la mauvaise personne. Donc il y a des bouquins que vous pouvez lire là-dessus, les A-players, des choses comme ça qui sont assez intéressantes. Moi, ce que j'aime faire, alors j'ai la chance d'être chez Conto. Conto, c'est une belle marque. Donc c'est vrai que quand Coralie, qui recrute aujourd'hui beaucoup nos sales, appelle et dit OK, c'est Conto, bon, ça aide. Mais demain, même si vous êtes une petite boîte, que vous n'êtes pas connu, je pense que les bons sont attirés par des process de recrutement compliqués. Alors, on est toujours en discussion avec Coralie là-dessus, mais je suis convaincue, parce que moi-même, je suis convaincue par ça et je l'ai vécu, que si c'est dur, vous allez attirer les meilleurs et vous allez décourager les moins bons. C'est-à-dire quelqu'un à qui vous sortez le tapis rouge, vous lui faites des courbettes, il va se dire « Waouh, il me veut trop, lui, c'est pas normal. » Du coup, ça va être quoi si demain je les rejoins? Qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau? Dans quelle mesure je vais être challengée? Dans quelle mesure je vais évoluer? Et en fait, régulièrement, quand on a fait trop de courbettes à un candidat, finalement, il ne vient pas parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de challenge. Donc, j'aime avoir des process de recrutement qui sont challengeants, dans lesquels vous avez beaucoup de feedback, même durant le process, beaucoup de choses déjà à apprendre juste pendant le process, pour pouvoir vraiment attirer les meilleurs profils. Donc, je vous invite vraiment à toujours investir dès le début sur des gens qui sont bons, qui sont peut-être difficiles à trouver. Le premier profil que vous recrutez, peut-être prenez-le un peu plus senior que ce que vous prendrez par la suite, parce que la outbound, ça s'apprend, mais si vous montez une stratégie, il vaut mieux avoir quelqu'un qui en a déjà fait avant. C'est quand même plus confortable. Donc ouais, le recrutement, c'est important. Et la rétention, parce qu'une fois qu'on a tous ces petits sales qui viennent chez nous, la outbound, c'est une mathématique. Donc c'est très cool parce que c'est prédictif comparé à l'inbound. On sait qu'un SDR peut faire 10 meetings par mois, qui peut générer 15 opportunités par quarter. Enfin, on peut faire des calculs très simples, donc c'est très scalable. L'avantage de la outbound, c'est que c'est ultra scalable. Vous pouvez vraiment maîtriser le revenu, maîtriser la croissance de votre revenu.
Donc c'est vraiment après des profils qu'il va falloir former, beaucoup plus, on parlait de la différence avec l'inbound, mais la différence c'est qu'il va falloir que vous investissiez très sérieusement sur vos humains, donc les former, faire des stratégies de sales enablement, des carrières pass, on va sûrement en parler aussi, hein. Mais comment vous allez les garder, c'est dur, l'outbound, c'est dur le sales, donc il faut que vous proposiez aussi quelque chose de sexy pour que ces gens-là ils puissent s'intégrer dans la durée, trouver du sens dans le métier qu'ils font aujourd'hui. Donc voilà, tout ça à développer évidemment sur d'autres questions. Et pour ajouter, nous aussi on a des piliers. Vu que j'ai pas de voix, vous pouvez peut-être les dire pour moi. On s'en rappelle des 3 piliers. C'est bien. Be a founder, think one step ahead, and get shit done. Donc voilà, on a ces 3 piliers vraiment de la responsabilité de be a founder. C'est ton business, c'est toi qui le drive, c'est pour toi, c'est vraiment ta responsabilité et c'est ensemble. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Le deuxième pilier, c'est think one step ahead, d'avoir une stratégie derrière. L'outbound, de foncer, de prendre le téléphone, c'est bien. C'est un petit peu bien aussi d'avoir compris son prospect, d'avoir fait son target plan, d'avoir regardé ce qu'on allait dire, de connaître un minimum et d'enchaîner. Il faut quand même avoir une stratégie de compte et pas d'y aller les yeux fermés. Et get shit done, c'est vraiment hyper important. J'ai appris ça dans une autre de mes boîtes quand j'ai travaillé à Londres. Il faut que tous les jours, il y ait un sens et qu'on fasse quelque chose de concret. Sinon, ça devient très vite lassant. Et se dire que, voilà, aujourd'hui, j'ai accompli ça. Et c'est un petit peu les petits wins. Quand on a commencé chez Scaleway, une des premières choses qu'on a fait avec Simon, c'est on a acheté un gong chinois. On s'est dit, on va taper sur le gong à chaque fois qu'on close un deal. On va célébrer, on va être content d'être là. Et c'est ça, en fait, d'être en sales. Ensuite, Pilar, en business development, elle a rajouté la petite clochette pour tous les meetings bookés. Petit coup de clochette. Voilà, on se motive, on est content. Et pour ceux qui sont en remote, parce qu'on a des personnes en remote, on a des Slack où on célèbre tous les closings de contrats, tous les projets acquis, mais aussi tous les meetings closés. Et c'est Slack qui sont ouverts à tout le monde dans l'entreprise, pas seulement aux sales. Et c'est hyper rewardant quand tu vois que y a d'autres personnes que moi au Codir qui sont au courant, qu'il y a des personnes, waouh, non mais t'as booké un call avec Hachette, non mais c'est génial. Et voilà, et t'as cette reconnaissance ensuite. Et je trouve que ces petits wins dans la journée de l'outbound, c'est une super satisfaction. Si vous l'avez pas fait, prenez votre téléphone. Vous voyez, le premier que vous avez booké, vous êtes trop content. C'est danse de la joie. Moi, je me rappelle quand j'étais BDR, j'y croyais pas. Il m'a dit oui. Donc c'était vraiment super. Et de le célébrer ensemble, ça aide parce qu'on sait qu'on va se prendre des bâches. Et au moins, on dit, on s'est pris 4, mais bon, c'est pas grave, il y en a un qui m'a dit oui, je suis contente. Et je pense que ça aide vachement au quotidien. Et comme tu le disais, Tiffen, de le faire ensemble, de sourire ensemble, parce que c'est clair que si l'autre devant toi, il fait la tête, c'est hyper compliqué de continuer. Donc, il faut se dire qu'il y a aussi cette responsabilité collective de si tu fais la gueule, fais pas sur le floor, fais-le ailleurs. C'est vraiment important de conduire ça. Et en tant que leader, on a vraiment cette responsabilité. Et je sais que c'est difficile en sales. Il y a plein de personnes, c'est normal, ils vont craquer. Tu vas pleurer, tu vas avoir des moments difficiles. En tant que leader, tout le monde a pleuré, c'est pas grave. Hein. Et on recrute. Et on recrute. Non, mais faut être aussi dans la réalité du quotidien, mais c'est pas grave, faut parler, faut rester humain, mais il faut célébrer les petits wins et je pense que ça aide à continuer et ça va faire 10 ans que je fais ce métier et ça reste le métier le plus dur de la outbound et de le célébrer et de dire bravo, ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'il y a, je sais pas s'il y a des funders dans la salle ou des gens qui montent des business aussi. Ce qui est intéressant avec l'outbound, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des résultats très rapides, notamment pour tester des marchés. Typiquement, chez Conto, on a créé l'outbound aussi pour aller chercher upmarket. Donc d'aller chercher quelque chose de différent de l'inbound. En inbound, vous ne maîtrisez pas votre lead. Le lead vient à vous. C'est quelqu'un qui a déjà une marque d'intérêt, qui a déjà lu des choses sur votre produit. Mais finalement, peut-être que ce n'est pas cette boîte aujourd'hui que vous aimeriez acquérir. L'avantage de l'outbound, c'est que vraiment, c'est vous qui allez, notamment avec les équipes marketing. On a la chance chez Conto d'avoir une équipe de lead generation qui nous fait ce travail de pré-filtrage de quel est mon marché adressable. Est-ce que je vais chercher des
des boîtes de 0 à 10 employés, parce que nous, notre segmentation se fait au nombre d'employés et au nombre de la taille des équipes finance. Est-ce que je vais chercher des boîtes du CAC 40 ? Est-ce que je vais chercher des freelances ? Donc, via l'outbound, vous pouvez vraiment maîtriser finalement votre approche en faisant des listes très ciblées. Vous pouvez maîtriser aussi vos industries, vous dire tiens, je vais essayer l'industrie, je sais pas, de la métallurgie, quelque chose. Vraiment, vous allez vraiment faire quelque chose de très millimétré. Et quand on monte un business, c'est assez intéressant de pouvoir faire de la outbound aussi pour ne pas être entre guillemets victime de ce qui va rentrer, mais maîtriser là où vous voulez vous développer et là où vous voulez aller chercher du revenu. Donc ça, c'est intéressant aussi. Sur le côté aussi outbound, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez réagir très vite. Je prends des exemples concrets. On a par exemple un concurrent qui malheureusement n'existe plus du jour au lendemain parce qu'il a plus de fonds, il a plus d'équipe. Donc on se dit waouh, il y a une opportunité qui s'ouvre du jour au lendemain. On va se faire une liste de calls en 5 minutes avec nos équipes et puis on va aller tout de suite appeler pour essayer de récupérer un maximum de pipe. Ou plus sympa quand même, il y a la facturation électronique qui sort l'année prochaine. C'est vraiment un sujet important pour nous. On va se faire une liste de calls très très orientée pour des boîtes qui ont déjà marqué des intérêts en inbound et on va pouvoir faire vraiment des calls très personnalisés, très millimétrés. Autre chose qui se fait bien dans la tech et dans le SaaS et qu'on fait beaucoup chez Conto, qu'on faisait aussi beaucoup dans mon ancienne boîte, c'est toutes les boîtes qui lèvent des fonds. De dire allez, on se fait une liste de toutes les boîtes qui ont levé des fonds ce mois-ci, on va les appeler et on va essayer de leur vendre une solution pour digitaliser leur processus. Donc voilà, donc l'outbound, ça coûte cher, c'est long à mettre en place parce qu'en fait, il faut recruter des gens, il faut recruter les bons, vous l'avez compris. Il faut essayer d'avoir des outils quand même qui sont au bon niveau. Mais derrière, ça vous permet vraiment de cibler votre approche et d'avoir un revenu qui est assez scalable, on va dire. Voilà. Enfin, c'est pour ça qu'on fait de l'outbound, en tout cas chez Conto. Merci pour vos réponses. C'est le pire. Je rebondis sur ce que tu viens de dire en parlant d'outils. Je pense que ça peut être intéressant qu'on parle un peu des meilleurs outils aujourd'hui que vous pouvez conseiller ou que vous utilisez à la fois sur l'inbound et sur l'outbound, et aussi de parler de comment on fait quand on n'a pas les moyens de s'outiller, parce que la boîte n'investit pas dedans, parce qu'on est une toute petite structure. Il y a des moyens aussi de faire un inbound et un outbound de qualité sans ça. Donc j'aurais aimé revenir sur le côté je peux investir, je peux avoir tout ce que je veux et qu'est-ce que vous nous conseillez, et je suis à poil mais il faut quand même que je fasse mon job. Comment je fais? Je pense que l'outillage, tu en as parlé, c'était hyper important, c'est un de tes piliers d'avoir les process. Il y a des outils qui vont aider à faire des choses processées et d'avoir un relais. Le cerveau humain, c'est génial, mais ça ne peut pas tout faire. On a 2 mains, on n'en a pas 45. Donc, il faut aussi savoir donner aux outils les choses qu'on préfère ne pas nous faire nous-mêmes. Donc, il y a des super outils. Je vais faire de la pub pour des outils. Donc, Outreach, par exemple, pour vraiment processer la outbound, d'avoir les séquences, chaque étape. OK, aujourd'hui, je commence par un call calling. Dans 2 jours, il y a un email automatique qui part. Ensuite, j'envoie l'invitation LinkedIn. C'est pas dans l'ordre. Et etc., etc. Mon cerveau humain n'a pas besoin de se rappeler qu'il faut le faire. Outreach, le matin, j'arrive, je l'ouvre, je sais ce que je dois faire, j'ai toutes mes étapes, tout est processé. Et de pouvoir vraiment avoir ce flow qui sera dans HubSpot, ensuite Outreach, et vraiment bien mis ensemble sur ton sales cycle, je pense que c'est très, très important. Et d'avoir des outils qui vont aider à l'accélération, de ne pas perdre trop de temps à chercher le numéro de téléphone. Nous, on est équipé de Lusha depuis pas longtemps. On a acquéri Lusha. C'était une des premières choses que je voulais faire en arrivant chez Scaleway. Ça a pris un peu de temps. On l'a acquéri et c'est game changer. Lusha, c'est un outil qui va enrichir votre CRM, mais aussi vous aider à aller sur LinkedIn, cliquer sur la petite tête de Lusha, avoir les coordonnées de la personne, l'appeler en direct et pouvoir faire plus de volume. Et comme le disait très bien Dorothée, le call calling, c'est un peu la vie. S'il n'y a pas le numéro de téléphone de la personne, c'est un peu plus compliqué. Après, il peut y avoir le numéro de téléphone du secrétariat, ce qu'on appelle le gatekeeper. Le gatekeeper, il faut le passer. Alors moi, mon petit tip, c'est de mettre le numéro du secrétariat et de changer le dernier chiffre. Et puis tu tombes sur Maurice et tu dis à Maurice, ah bon, c'est pas Linda? Oh bah mince, je croyais que c'était Linda. Bon bah passe-moi Linda. Et c'est comme ça qu'on passe le gatekeeper.
On peut filouter un petit peu. Et c'est important de garder tous ces outils pour pouvoir dire, OK, ça, c'est pas moi qui le fais. Il y a des choses qui vont partir automatiquement et de garder l'humain et la personnalisation. Et comme tu le disais, il y a aussi des outils gratuits qu'on utilise sur des versions soit freemium, par exemple, qu'on utilise Vidyard pour faire de la vidéo prospection, où l'équipe va se filmer, faire une petite vidéo de 30 secondes, l'envoyer aux prospects. Franchement, ils adorent, ils sont contents, ils voient une personne humaine, ils se disent c'est pas une IA, c'est vraiment quelqu'un, super accent, ils aiment bien, ça crée du lien. Et ils savent qu'on a pris du temps pour le faire, donc il y a quand même un respect de l'autre à se dire non mais elle a bossé sur sa vidéo, donc je vais quand même lui dire merci, je vais lui répondre. Bam, il m'a répondu, c'est mort, je le lâche plus, il m'a répondu. Et c'est là où ça avance. On utilise aussi une autre feature de LinkedIn qui est gratuite, c'est le LinkedIn Voicemail. Donc ça utilise que sur le portable. Si tu ouvres ton LinkedIn et tu ouvres un message, comme sur ton WhatsApp avec tes amis, tu peux envoyer une voice note de 60 secondes. Et ça, c'est hyper important. Encore une fois, ça crée du lien. De l'envoyer très tôt le matin ou le soir quand les personnes sont dans le métro, ils t'écoutent beaucoup plus. Et ça marche hyper bien. Moi, j'en reçois juste par respect. Je les ouvre tous et je réponds. Parce que je me dis, attends, il m'a quand même écrit un petit message vocal. Je suis contente. J'écoute. Et beaucoup plus rapide. Et je trouve ça tellement plus pertinent d'écouter quelqu'un, d'avoir un pitch que de lire. Moi, quand je reçois des messages hyper longs sur LinkedIn, bah déjà, j'y arrive pas. La règle, c'est si le message est plus long que mon écran de portable, sache que je t'ai pas lu. C'est pas possible. Mon cerveau, à un moment, il veut pas tout générer. Il faut faire vraiment succinct. Et voilà, c'est vraiment... Je vais laisser la parole à Tiffany et Dorothée pour montrer les outils. Mais c'est vraiment des outils hyper importants au niveau d'outbound pur, je parle, pas côté inbound. Je pense qu'on peut rajouter aussi les outils conversationnels. Donc ça, c'est si vous avez les moyens. Et on insiste sur le fait, là, on parle grand luxe. Toutes ces licences, ça coûte une fortune. On peut vite atteindre des 8-10% de votre masse salariale si vous commencez à vous équiper en outils. Et il y en a de plus en plus. On peut aussi faire simple et pas cher. C'est ce que tu disais, il y a beaucoup de choses qui existent en ligne, qui sont gratuites. Je dirais même que le premier outil, moi, que je vous conseillerais d'avoir, c'est de base, c'est juste un CRM. Ça a l'air basique, mais en fait, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un CRM. Mais c'est peut-être le premier outil qu'il faut acquérir. Si vous n'avez pas les moyens d'avoir votre CRM, un bon Google Sheet fera l'affaire. Mais ne pas sous-estimer le fait de traquer, que ce soit vos métriques d'activité, que vos KPIs, dès le début de l'aventure. Même si vous êtes 2 sales, que vous montez un business, ne sous-estimez pas le fait qu'il faut commencer dès maintenant le reporting. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ça qui va vous permettre de faire le bilan de votre activité, de tirer quand même des conclusions, de savoir est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas, d'essayer d'avoir quand même des taux de conversion, des taux de close lost. Donc voilà, ayez déjà quand même un premier Google Sheet. Si vous pouvez un CRM, donc évidemment, on a Hotspot, on a Salesforce, on a Pipedrive, on a pas mal de CRM qui existent sur le marché aujourd'hui, d'autres qui commencent à sortir aussi, qui sont très spécialisés sur certaines industries. Vous avez aussi après des outils conversationnels. Donc ça, on va parler aussi d'intelligence artificielle, par exemple, qui est la grande tendance du moment, mais ça ne va pas s'arrêter, ce n'est pas une tendance. C'est la grande innovation. On va avoir des Ringover, on va avoir des Mojo. Donc ça, c'est intéressant quand vous voulez faire notamment du sales enablement, c'est-à-dire quand vous voulez réécouter finalement les activités de vos sales ou de vous-même. Ça permet vraiment de faire beaucoup de coaching, même à distance. Et je pense qu'on parlait du Covid tout à l'heure, mais moi j'ai vraiment vu la puissance de Mojo pendant le Covid, où j'avais une trentaine de SDR qui devaient être onboardés alors qu'il n'y avait plus de bureau. Comment on fait alors qu'avant la connaissance se transmettait sur les floors. Je pense que pour ceux qui font ce métier depuis quelques années, on a tous connu ces gros floors de sales où on s'entendait même plus coller. Mais en fait, on apprenait sur le floor. Mais quand on n'a plus le floor, on apprend comment ? C'est là où ces outils vraiment d'analyse conversationnelle ont tout un impact, parce qu'on peut vraiment réécouter le call du copain alors qu'il n'est pas à côté de nous. Et derrière, après, vous pouvez créer des routines, vous pouvez redécouper les calls pour vraiment faire du feedback et vous améliorer en continu. Donc, ces outils conversationnels, moi, j'aime bien. Je trouve que ça m'a fait gagner beaucoup de temps dans l'onboarding des sales et dans la performance, on en parlera tout à l'heure. Vous avez aussi tous les outils de scoring. On utilise pas mal ça, nous aussi. C'est comment vous allez scorer vos leads, parce que des leads, il peut y en avoir des centaines.
comment on s'assure que votre lead est plus intéressant que l'autre. Donc ça aussi, vous pouvez trouver ce type d'outillage. Et toi, j'imagine que tu en as pas mal aussi sur l'inbound aussi, les outils des SEO, des choses comme ça. Oui, on a beaucoup de chance. Alors, je le disais tout à l'heure, je viens d'une entreprise où vraiment on était avec notre téléphone et c'est tout. Non, et Loucha, enfin Loucha Casper, ça c'est le duo magique. Et oui, je vois une différence extraordinaire. Mais du coup, j'ai plutôt envie d'aller, parce qu'on a parlé de pas mal d'outils, j'ai plutôt d'aller sur la base en fait de l'outbound. Comment on fait quand on a juste un téléphone et c'est tout. Il y a quelques principes qui sont super importants. Le premier, déjà, faites vos recherches sur la personne que vous allez démarcher. Je pense que on se fait démarcher pour différentes raisons. Il n'y a rien de pire qu'un mauvais targeting où on commence à... Enfin, voilà. J'ai reçu un email sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. Je sais que, comme moi, vous faites de la location courte durée. Pas du tout. Donc déjà, ça m'a énervé. Je l'ai pas accepté parce qu'il s'est trompé de base. Donc déjà... Gardez en tête que vous allez vous infiltrer dans la vie de quelqu'un professionnel. On a tous des horaires assez chargés, etc. Donc, soyez pertinent dès le départ. Au téléphone, le ton de la voix, c'est super important. Enfin, on est dans le monotone ou dans la course à fond. Moi, je sais que je montais la voix pour poser des questions. Quand personne vous connaît, parlez pas de vous en fait. Parlez plutôt du pain de la personne en face. Si vous avez bien fait vos recherches, je sais, un tel a levé une levée de fonds, je vais le mettre dans mon CRM. Quand je vais l'appeler, je dis bonjour, je vous appelle parce que je vois que vous avez levé 30 millions, félicitations. Je me demandais comment vous alliez déployer vos forces commerciales. Ah, là, il me dit pas, et vous êtes qui ? Oui, je suis HubSpot, t'inquiète, mais et sinon, et donc on parle directement du pain. Faites parler les personnes en face de vous, c'est super important et pertinent. Et je rebondis sur ce que tu as dit, Dorothée, tout à l'heure. Le pouvoir de l'open space est super important. Je ne serais qu'un tiers de la sales que j'ai été si j'avais pas été au bureau, si j'avais pas entendu autour de moi toutes ces personnes qui se sont pris des bâches, les pirouettes qu'ils ont réussi à faire. Tout ça, c'est super important. Donc nourrissez-vous de ça. Je dis ça. Moi, je suis chez HubSpot. On a la flexibilité, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, de faire à la maison ou au bureau. Au moins pendant votre onboarding, venez sur le terrain, entendez les personnes se prendre des bâches et ça va être super important. Le dernier point, quand vous appelez quelqu'un pour créer de la valeur très rapidement, on n'a que quelques secondes en fait pour générer de l'intérêt, le name dropping et le storytelling. Je vous disais tout à l'heure, il n'y a personne qui parle mieux de nous que nos clients. Donc je vous accompagne parce que monsieur, votre concurrent direct, on travaille avec lui ou alors quelqu'un de très connu sur le secteur et ça va tout de suite attirer l'oreille de votre prospect, vous allez pouvoir continuer à poser des questions. Donc, il y a quelques petites techniques qui sont à connaître, quoi, tout simplement. Oui, c'est dur. Parfois, on pleure, pas trop, hein, je vous rassure quand même, parce que je ne voudrais pas que Dorine effraie tout le monde sur l'outbound, mais c'est de la gymnastique, quoi, et c'est tellement enrichissant. Donc, voilà pour quand on n'a rien. On va terminer avec, c'est pas la dernière question, c'est l'avant-dernière question que j'avais à vous poser sur justement la gestion de la performance, sans parler de pleurer ou de ne pas pleurer. On sait tous quand même que c'est un job qui est dur. Comment on fait pour garder ses équipes motivées ? Comment on fait quand il n'y a personne pour nous motiver, pour rester motivé soi-même ? Parce qu'il ne faut pas toujours attendre des autres ce qu'on peut faire soi-même. Du coup, mes questions, c'est un peu qu'est-ce que vous mettez en place pour garder vos équipes motivées ? Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller aussi à des gens qui n'ont pas ces managers, leaders autour d'eux et qui ont besoin de rester motivés sur ce job d'outbound qui, pour moi, est une compétence de dingue. J'en parlerai plus tard sur tout ce que ça apporte, notamment quand on entreprend, quand on monte des boîtes. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. C'est un sujet que j'adore, hein. Donc je vais essayer d'être synthétique. Je pense que la performance, et t'en parlais tout à l'heure, il y a quand même une quête de sens. C'est-à-dire que la première chose, je pense, à mettre en place quand on veut vraiment gérer la motivation de ses équipes, c'est d'avoir des objectifs qui sont précis et très clairs. Ça a l'air basique, mais en fait, quand on est SDR, si on ne sait pas vraiment ce qui est attendu de nous à la fin de la journée, ou quand on est à compte exécutif et qu'on n'a pas une vision très précise de ce qui est attendu de nous à la fin du quarter, on navigue un peu dans le flou. Et du coup, le flou, ça laisse la place à du désengagement, de la démotivation. Alors que finalement, si vous avez de façon parfois très scolaire, mais finalement très rassurante, et à la fin, finalement assez inspirante, des objectifs précis,
atteignable, et j'insiste sur le terme atteignable, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de mettre l'objectif n'est pas de mettre des targets inatteignables, sinon définitivement vous allez désengager tout le monde. Et en même temps, si tout le monde fait sa target, j'ai l'habitude de dire que c'est pas normal non plus. Donc moi, j'aime bien dire que si 80% de l'équipe fait 100% de la target ou plus, c'est que la target n'est pas mauvaise. Si vous avez 110% de la target qui est faite tous les mois par 100% de l'équipe, c'est là où vous n'êtes peut-être pas assez ambitieux. Donc ayez une target qui est précise, découpée en sous-objectifs aussi. Je sais que sur les équipes outbound par exemple et sur les équipes de SDR, donc ceux qui sont vraiment à l'entrée du funnel et qui font faire tous ces calls, on parle de 150 calls par semaine quand même, donc c'est dur. N'hésitez pas à mettre des objectifs à la journée aussi. Ça a l'air un peu micromanagement comme ça, ça fait un peu flipper, mais en vrai c'est plutôt confortable de se dire waouh, ça y est, j'ai passé une bonne ou une mauvaise journée. Et souvent, moi, quand je croise le soir un de mes SDR, je dis est-ce que tu as eu une bonne ou une mauvaise journée ? Il me dit j'ai eu une bonne journée parce que j'ai pris 3 rendez-vous. Trop cool. Et du coup, parce qu'il a coché sa petite to-do, sa petite case. Donc, ne pas hésiter à vraiment découper finalement vos objectifs en sous-objectifs pour aider les gens à se projeter dans leur journée. Et ça permet à terme de vous motiver aussi parce qu'on a des petites steps à passer. Je pourrais développer, mais allez-y aussi, je pense que vous avez des bonnes idées. Tu parlais au début aussi de la performance sur le long terme. Ce qui est hyper intéressant, pas d'être dans le daily ou dans le weekly, comme tu disais, pour pas répéter ce que tu viens de dire, et je suis complètement d'accord, c'est d'être dans le long terme et d'avoir des carrières pass. À l'arrivée chez Scaleway, c'est une des premières choses à laquelle on a réfléchi avec les leaders. C'est quoi le journey pour quelqu'un en sales chez nous. Tu peux faire quoi ? Tu peux être leader toi-même, tu peux passer de BDR à CSM ou de CSM à AE, et c'est de créer ces carrières pass et ces belles histoires avec les premières promotions et de guider les personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude, qui ont besoin d'être élevées, d'avoir des conseils, etc. Et c'est tout bête, mais d'avoir ça soit dans ton outil RH, soit dans un Excel, et de se dire, au moins une fois par quarter, on va regarder le carrière pass et on va regarder la performance du quarter. Ok, on en est à là. On va continuer et on va regarder tes skills, les hard, les soft, qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce que tu dois avancer. Et je pense que pour une population sales généralement ambitieuse, qui a envie de toujours voir plus loin, et des générations aussi qui ont envie d'aller toujours plus vite, je pense que c'est bien de cadrer pour pas non plus avoir de déception, de se dire mais je croyais que j'allais être promu au bout d'un an. Non, en fait, on en a parlé il y a 3 semaines. Et c'est bien aussi de manager ses expectations et de motiver au quotidien de cette manière. Et il y a plein d'exercices qu'on fait toutes les quarters. Je pense comme vous, les QBR, ça aide à marquer le ton en chaque début de quarter, à dire, c'était un bon, moyen, mauvais quarter, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et en toute transparence, parler des chiffres. Si c'était pas un bon quarter, c'est pas grave, il y en a encore 3 qui arrivent, et de continuer en fait à driver la positivité tout au long. Ouais, hyper aligné avec ce que vous venez de dire. Je pense que quand on crée un projet outbound, quand on recrute, moi en tout cas quand j'étais manager en first line, mon premier one-on-one avec mon sales, c'était qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te drive dans la vie. Et je pense que c'est super important parce qu'on sait qu'il y aura des moments où on va se sentir les rois du monde et d'autres où on va vraiment s'être pris 5 bâches dans la journée, des no-go, et ça va être compliqué. Il y a un moment, en tant que leader, en tant que manager, il va falloir qu'on se raccroche à ce fil rouge. Je ne vais pas m'adresser de la même manière à quelqu'un qui a envie d'arrêter de travailler à 50 ans que quelqu'un qui a envie de s'acheter un appart de 100 mètres carrés dans le 8e, que quelqu'un qui a envie de monter sa boîte dans 10 ans. Donc, je reviens un petit peu à ce why parce que je pense qu'en tant que leader, en tant que manager, on a un devoir d'adaptabilité. Peu importe comment je délivre le message, en fait, c'est qu'il faut qu'il soit compris et qu'il soit récupéré par la personne en face. Donc, comment on s'adapte pour, dans les moments difficiles, dire « Allez, il faut qu'on aille chercher ces extra 20 calls, cet extra mile, peu importe, pour aller acheter ton appart, arrêter à 50 ans, etc. » Donc, le why, il est super important. Au-delà de ça,
L'outbound, j'ai envie de dire, c'est quand même l'école de la vie, quoi. Qu'est-ce qu'on apprend en faisant ça? Je vais vous faire une confidence. Moi, quand j'ai commencé en sales, j'étais effrayée de prendre mon téléphone pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur. Donc, je vous laisse imaginer. On me demandait pas comment j'ai atterri dans un job de sales au téléphone 100% du temps. Ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce que j'ai grandi depuis? Et on revient encore une fois à ce why, mais gardez en tête que oui, c'est difficile comme métier, la outbound, mais qu'est-ce que vous allez apprendre? Et peu importe ce que vous ferez dans la suite, tous les big CEO des grandes entreprises disent « Start your career in sales ». C'est là que vous allez apprendre un maximum. Donc, gardez ça en tête, en fait. Vous êtes en train de nourrir votre histoire, vous êtes en train de nourrir votre CV, vos compétences. Et ce que vous faites, ça va vous aider pour toute la vie, et même à booker des rendez-vous chez le coiffeur. Donc, je pense que le why est super important et qu'il faut le garder en tête et s'adapter en tant que leader à la personne en face pour retrouver son why. Voilà. J'ai juste pour rebondir, je fais beaucoup d'entretiens, on a la chance de beaucoup recruter des sales chez Conto, et la première question que je pose à chaque fois, c'est qu'est-ce qui fait que tu viendrais dans mon équipe en fait? C'est quoi tes 4 piliers? On parle de piliers, on aime bien les piliers, hein. Mais c'est quoi les 4 raisons qui pourraient faire que tu reviendrais chez Conto ou ailleurs? Et la première raison, et qu'on me sort tout le temps, et ça depuis 5 ans, c'est il faut que j'ai des choses à apprendre. Et ça passe bien avant l'argent, hein. C'est vraiment le premier pilier. Et ça veut dire beaucoup de choses aujourd'hui. C'est si on veut recruter les meilleurs, si on veut garder les meilleurs, il faut être capable en tant qu'entreprise de proposer vraiment de l'accompagnement, de la formation pour pouvoir alimenter ce désir d'apprentissage de toutes ces jeunes recrues qui veulent nous rejoindre. Donc ça peut être des Sales Academy, ça peut être des bootcamps, vous appelez-le comme vous voulez, mais ayez vraiment un programme dédié aux sales pour leur permettre d'apprendre, que ce soit du produit ou de la méthode de vente ou du management, ils veulent apprendre. Donc donnez-leur des choses régulièrement, nourrissez-les pour qu'ils puissent aussi apprendre des choses. Et on n'a pas parlé d'argent, mais clairement, moi, un sales qui ne me parle pas d'argent, je trouve qu'aussi c'est un peu planté de métier. Enfin, je veux dire, c'est quand même un des boulots dans lequel, à 25 ans, vous pouvez super bien gagner votre vie si vous êtes très très bon. Et c'est quand même important. Donc, proposer aussi des modèles de rémunération qui sont attractifs, qui correspondent au marché. Donc ça veut dire aussi qu'il faut, en tant que manager et top manager, régulièrement se mettre à jour sur ce qui se fait sur le marché. Regardez un petit peu... c'est l'anniversaire de quelqu'un? Regardez un peu ce qui se fait, pardon. Échanger avec des pairs. Passer un petit coup de téléphone à la concurrence, au sales directeur d'une autre boîte pour se dire, toi tu proposes quoi? Est-ce que je suis toujours compétitif? Est-ce que c'est toujours sexy mon programme de rémunération? Parce que l'argent, ça compte. Ça fait pas tout. C'est pas ce qui fait que les gens restent, mais c'est quand même aussi ce qui fait que les gens viennent. Donc n'oubliez pas ça. Je suis en phase aussi avec ma casquette d'entrepreneur sur ce que vous avez dit. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on a monté une entreprise avec Jade. Et je pense que si on n'avait pas été d'anciennes sales, qu'on n'avait pas fait beaucoup d'outbound dans nos précédents jobs, je pense que notre mission aurait été beaucoup plus compliquée. Et je pense à toutes celles et ceux qui peut-être ont des ambitions de prendre soit des gros postes, effectivement, ou alors d'aller chercher des projets entrepreneuriaux. L'outbound, c'est clé pour monter une boîte. On est rendu compte notamment pour... vous raconter, parce qu'on s'est fait incuber à l'époque et on était dans une promotion où tout le monde avait des idées géniales mais ne savait absolument pas comment les commercialiser et comment aller vendre, décrocher son téléphone pour ça. Et nous, on avait le sujet inverse. On s'est fait incuber en n'ayant pas d'idée, pas de business model, mais on s'est dit qu'on savait vendre et qu'on trouverait ce qu'on voulait faire. Donc c'est pour dire que oui, c'est un job dur, mais c'est un job qui, pour moi, c'est tellement plus qu'un job. C'est une compétence qui permet de dépasser tellement de barrières dans la vie pro et dans la vie perso. Je voudrais juste conclure ce talk avec vous. Peut-être si vous avez une dernière chose à nous partager, c'est-à-dire un conseil, un tips activable, une phrase d'inspiration, quelque chose que vous voudriez que chacune des personnes de la salle retienne si elle devait repartir avec une chose.
Grosse mission. Moi, je vais vous partager un tips que mon ancienne boss de mon ancienne entreprise m'avait partagé et que je trouve assez vrai. Comment emmener sa carrière loin, comment se développer, que ce soit en interne, dans une entreprise ou ailleurs. On revient aux piliers. Il y a 3 piliers, je pense, qui sont super importants et que je partage aussi pas mal à mes équipes. Quand on est sales, le premier pilier, on va pas se mentir, c'est la performance. On a des chiffres, it's a numbers game, il faut aller dépasser ses objectifs, ça va être super important et c'est la base de tout ça. Mais pour développer sa carrière dans une entreprise, une fois qu'il y a la performance, il y a 2 points qui sont assez importants et que j'avais peut-être sous-estimé à l'époque et où maintenant je fais attention. Donc c'est un modèle, c'est le PI modèle. Le deuxième point, c'est l'image. Alors j'aime pas trop ce mot image, je vais le développer un petit peu. Ma valeur numéro 1, mon non-negotiable numéro 1 auprès de mes équipes, c'est l'ownership, le fait de s'approprier. Vous parliez tout à l'heure d'être un founder, je rejoins complètement ça. À un moment, dans des organisations sales, il y a forcément des choses qu'on fait pas bien. Et vous qui êtes sur le terrain, le fait de venir voir votre manager ou votre directrice commerciale et dire je trouve qu'on n'est pas très bon là-dessus, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de se faire une war room et de se motiver à faire ci, etc. Peu importe le sujet. Ou alors je trouve que l'équipe est un peu down, est-ce qu'on aurait un peu de budget pour aller se prendre des bières? Peu importe, mais own it. Et ça va alimenter votre image. Moi, dans mon ancienne boîte, j'avais 20 000 projets. Il y en a peut-être 5 sur les 20 000 qui ont abouti à quelque chose. Mais la proactivité, elle est super importante et on a besoin de ça. En fait, on est sur beaucoup de sujets. Vous êtes les meilleurs piliers de votre entreprise et donc partagez ces feedbacks. Soyez dans la proactivité pour essayer d'amener plus loin votre organisation. C'est super important. Le dernier pilier derrière, c'est l'exposure. Et ça, je pense qu'une fois qu'il y a l'image, une fois qu'il y a la proactivité, moi je dis tout le temps à mes équipes, je suis votre agent RP. Donc donnez-moi la matière, en fait, donnez-moi les choses que vous allez mettre en avant et sachez que je parlerai de vous dans les réunions qui comptent avec les personnes au-dessus. Écoutez, un tel a lancé tel peu importe ce que c'est, encore une fois, un pitch sur une verticale, etc. Mais ces 3 points-là, ils vont être super importants pour amener votre carrière un petit peu plus loin. Il y a la performance, c'est la base, c'est indéniable. Si tu as 80%, il faut aller plus loin, mais il y a aussi le reste. Peut-être en tant que femme, on a peut-être tendance à être non, mais ça suffira, mais mettez aussi en avant et entourez-vous de gens qui sauront vous mettre en avant parce que ça sera important dans votre carrière. Voilà le petit tips de mon côté. Moi, j'en avais un autre, mais en fait, ce que tu me fais dire, j'ai envie de rebondir dessus. Alors, désolé pour les hommes qui sont dans la salle, mais ça marche aussi pour vous. Hein. Mais ce petit syndrome d'imposteur qui est parfois malheureusement très féminin, je pense qu'aussi, n'attendez pas qu'on vienne vous chercher. Enfin, ça paraît évident. Hein. C'est pas parce que vous avez fait la performance, c'est pas parce que vous êtes théoriquement prête pour le rôle qu'on va vous le donner. En fait, faut quand même aller faire un petit peu de lobbying autour de vous. N'hésitez pas, justement, vous êtes déjà là ce soir, ce qui est déjà un énorme pas. Hein. J'en parlais tout à l'heure avec Johanna et avec Jade. C'est hyper important d'investir aussi soi-même sur son apprentissage. C'est-à-dire qu'en tant que manager, on va pouvoir vous donner des choses, on va pouvoir vous alimenter, mais on ne va pas pouvoir tout faire non plus. C'est-à-dire que c'est aussi la curiosité que vous allez pouvoir vous-même avoir de lire des bouquins, et il y en a plein, regarder YouTube, écouter des podcasts. Enfin, je pense que maintenant, on parlait de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de moyens, mais juste quand aujourd'hui on est un individu comme ça et qu'on veut essayer de progresser, il y a déjà beaucoup de matériel sur le marché, beaucoup plus qu'il y a 10 ans, pour progresser, pour apprendre, pour gagner en compétences. Donc, investissez sur vous-même, dédiez un créneau dans votre agenda. Je sais qu'on est tous overbookés, hein, c'est des semaines incroyables. Mais par exemple, moi, j'ai sacralisé le vendredi après-midi avec mes équipes. J'ai aujourd'hui à peu près 8 team leaders. Je leur ai dit, tu m'enlèves tous les meetings que tu as le vendredi après-midi et prends du temps pour lire cet article LinkedIn que tu as liké un jour mais que tu n'as jamais vraiment eu le temps de lire, écouter le podcast, lire ce bouquin. Prends vraiment du temps pour toi parce que oui, tu vas dépenser 1 heure, 2 heures, mais en fait, c'est de l'investissement que tu vas redonner à tes équipes derrière, parce que tu auras peut-être des nouvelles idées pour manager ton équipe, tu auras peut-être des nouvelles pratiques à mettre en place. Donc, investissez sur vous-même et sacralisez des moments dans vos agendas qui ne sont pas négociables pour vous former. Et attendez pas que ce soit votre entreprise ou votre manager qui vous forme, ça n'arrivera pas. Hein.
pas assez. Il n'y aura pas assez. Et le marché est suffisamment dynamique aujourd'hui pour vous apporter un maximum de contenu. Autre chose, et je m'arrêterai après avec ça, mais échanger avec des pairs aussi. Les hommes savent très bien faire ça. C'est de faire du réseau comme ça, aller bouffer avec des gens. C'est vraiment un conseil que je vais donner aussi à mes team leaders, à mes équipes, de leur dire au moins une fois par mois ou au moins une fois par trimestre, essaye d'aller déjeuner avec quelqu'un qui fait le même job que toi dans une autre boîte. Et au début, c'est un peu difficile de prendre le réflexe. Et finalement, on se dit, en fait, les gens sont plutôt très, très, très agréablement surprises qu'on les contacte sur LinkedIn pour dire hey, salut, ça te dirait qu'on échange, on va se prendre un verre, on fait un petit call. Et ça va vous enrichir, ça va vous faire votre réseau. Ça va vous permettre aussi d'apprendre comment fonctionnent les autres. Idéalement, si vous devez cibler, allez toujours chercher quelqu'un qui a le job qui est juste au-dessus de celui que vous voudriez avoir. La boîte qui est juste en termes de scale, la marche au-dessus de votre boîte actuelle. Ça vous permet d'apprendre le process que vous pouvez mettre en place dans votre boîte, si vous devez filtrer. C'est un conseil. Voilà. Et pour ne pas répéter ce que dit Tiffany et Dorothée, je pense qu'encore une fois, c'est très féminin de faire ça, c'est de s'imposer des limites, soit des limites sociales, soit des limites d'habitude, de se dire non, c'est pas possible. Plein de limites qu'on va se mettre toute seule, c'est quelque chose que Sheryl Sandberg, l'ancienne CEO de Facebook, parle beaucoup dans son livre Lean In. C'est ce que nous, on s'est dit depuis toute petite qu'on peut pas faire parce que c'est comme ça. Non, je vais pas apply pour le rôle de CSO parce qu'en fait, j'ai jamais été et que j'ai jamais géré des CSM, etc. Mais c'est pas grave. Un homme, il voit qu'il peut faire 10% du boulot, il va y aller. C'est pas grave. Et il va apprendre. Et ils sont dans mes équipes, 10%. Je rigole. Meilleur head of sales. Le recrutez pas, s'il vous plaît. Et c'est vraiment important. Et une autre, et désolée de te mettre sur le spot, Pilar, mais Pilar, je l'ai recrutée, elle était à 7 mois de grossesse. Et c'est pas grave si tu es enceinte et que tu as envie de changer et que tu es motivée et si tu sais te vendre. Et je pense que ça, c'est hyper important en tant que sales, de savoir se marketer, savoir se vendre et dire oui, j'ai un congé mat qui arrive, je vais pas être là pendant 4 mois. Mais en fait, si je recrute un mec ou une autre personne, elle a 3 mois de passation entre les deux jobs. La superstar Pilar pour 4 mois ou 3 mois pour quelqu'un, je suis pas trop sûre. Mais c'est plein de choses comme ça et c'est plein de limites qu'on se met dans la tête. Je sais pas comment. Si ça revient de la dinette qu'on jouait quand on était petite, j'en sais rien. Mais ça revient de quelque part. Et de se les enlever et juste penser à nous et à ma voix cassée la prochaine fois que tu te dis non mais je vais pas le faire ou on va me dire non ou c'est pas possible. Fais-le et tu verras si c'est pas possible. Demande, c'est pas grave, au pire on te dire non. Apply pour le job, c'est pas grave. Et je pense que toutes ces petites choses au quotidien, ça nous aide à aller plus loin, ça nous aide à avoir le dream job. Et j'ai toujours marché là-dessus. J'avais un super papy qui m'a toujours conseillé ça depuis que j'étais toute petite et que je jouais la dinette avec lui. Et franchement, je pense que ça aide au quotidien. Donc voilà. Il y a une phrase, je ne sais pas si vous avez lu Kilomètre Zéro, mais je vous le recommande, ça se lit bien, qui dit « Si la peur tape à ta porte, si tu as le courage d'ouvrir, tu te rendras compte qu'il n'y a rien ». Et cette phrase, elle résonne très régulièrement dans ma tête, où je me psychote, je me refais le film, je me réinvente la conversation. Et en fait, derrière, quand j'ai réellement la conversation avec la personne avec qui il y a peut-être eu un petit malentendu, je me rends compte qu'il n'y a rien. Et qu'en fait, j'ai passé des heures à psychoter sur quelque chose où il n'y a rien. Donc ça, c'est vraiment un conseil aussi. Si vous avez dormi sur le sujet et que le lendemain, le sujet est encore là, juste allez voir la personne, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, il y avait rien. Ça vous fera gagner du temps. Merci à toutes les trois pour ces derniers mots. Et vous parliez aussi de réseau, de bien s'entourer, de se connecter. C'est ce qu'on espère apporter aussi avec le Women's Sales Club. Women's Sales Club. Et n'hésitez pas sur le Slack de la communauté. Pour celles qui n'y sont pas, allez-y. Pour celles qui y sont, parlez-vous sur le Slack, proposez-vous des cafés virtuels, des déj, venez à ces événements. Il y a des sous-communautés qui sont en train de se créer sans nous, et c'est génial. De gens qui se regroupent par job ou par niveau d'expérience. Il y a une sous-communauté Sales Enablement, notamment, qui est très active. Donc, en tout cas, elle est là à votre dispo et faites-en ce que vous avez besoin d'en faire. Elle est là pour ça. On va clôturer là et on va prendre en revanche des questions. Merci et on va vous donner la parole à vous maintenant, pendant quelques instants.
Est-ce qu'il y a une première question? Merci. C'est une question pour Tiffaine. Je suis à compte exécutif. Je me lève. Tu me vois? Ah, voilà. Pas de souci. Je suis à compte exécutif chez Freshworks et ce que tu as dit en premier lieu sur la transition d'une culture inbound à une culture outbound, on est en plein dedans chez Freshworks. Moi, initialement, j'étais recrutée sur un poste de SDR outbound. Et je voulais savoir comment toi, est-ce que tu as opéré cette transition d'une culture, en tout cas sur la partie sales à compte exécutif, en partant d'une culture très inbound vers une culture outbound, sachant que booker un meeting en outbound, c'est déjà un vrai challenge, mais ensuite le passer à une personne qui est très habituée à une culture d'inbound, ça c'est aussi un autre challenge parce que les conversations sont complètement différentes. Et parfois même les critères BANT sont pas respectés, on est sur d'autres typologies de conversations. Comment est-ce que toi tu as opéré cette transition? C'est un vaste sujet, on pourrait reprendre une heure là-dessus. Je pense que c'est quoi, vous voulez faire du 100% outbound ou être entre les deux? Juste que je comprenne la stratégie, comment vous opérez. Ouais, on est toujours sur les deux, on a toujours une forte culture de l'inbound, mais comme ce que tu disais, après le Covid, évidemment, le flux a changé et l'outbound devient nécessaire. Mais bon, après, qu'est-ce qu'on appelle une bonne conversation d'outbound? Là, il y a débat et donc, fatalement, en termes de culture, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt réellement à prendre des meetings outbound. Ouais. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a ta force sales existante, les personnes qui, jusque-là, ont fait le job, ont été dans l'inbound. Pour ces personnes-là, il faut s'assurer qu'il y ait toujours du why et les projeter sur leur next step. Donc, ça peut être, est-ce qu'à un moment, avoir une division spéciale inbound qui va continuer à gérer ça sur des profils peut-être plus seniors, parce que c'est pas les mêmes conversations. Voilà, quand tu as du tiède qui a juste cliqué sur un lien pour regarder une vidéo, comment tu les approches? Enfin, il y a des techniques aussi. On en a un peu moins parlé, mais c'est assez spécifique. Donc, pour les personnes existantes, peut-être en reprendre une partie et dire je vais plutôt te missionner sur l'inbound des gens qui sont plus ancrés dans la culture de l'entreprise. C'est dur de changer des gens, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, donc voilà. Moi, ce que j'ai opéré chez HubSpot, c'est mon changement, je l'ai effectué à l'entrée. Donc, je me suis occupée de mes seniors, mes gens qui avaient toujours été habitués à de l'inbound, je les ai projetés sur le next step. Donc, chez nous, Career Path, c'est clair, transparent, tu closes tant, tu vas passer en L1, L3, L4, L2, entre les deux, et ensuite tu passes en mid-market, ensuite en corporate, etc. Donc, eux, je vais plutôt avoir des discussions de carrière sur, OK, il va falloir passer par de l'outbound, mais je vais les projeter. On revient à ce why toujours pour dire je vais t'accompagner sur ton prochain step, mais en attendant, il va falloir que tu t'y mettes un petit peu. Et ensuite, moi je le vois aujourd'hui, j'en parlais à Tiffaine tout à l'heure, qui est aussi chez HubSpot. Ça fait 1 an et 2 mois que je suis chez HubSpot. J'ai complètement switché la talent acquisition stratégie. C'est pas du tout les mêmes profils. Je suis comme toi. Alors moi, la question pour commencer, c'est pourquoi on se parle aujourd'hui. Je suis dans tous les entretiens aujourd'hui, on recrute beaucoup, mais c'est super important de plus se tromper sur les profils qu'on va aller chercher, d'avoir un drive mais démesuré. Et de la même manière qu'Onto, on a la chance d'avoir un logo assez sexy pour les entreprises. C'est une belle promesse, une belle carrière dans la tech avec des compensations, etc. Donc j'ai vraiment joué sur ma marque employeur pour aller attirer des gens plus juniors. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée chercher, on était à 2-3 années d'expérience. Je suis plutôt allée cibler sur fin bidillard, 1 an d'expérience. Mais pour vraiment avoir des gens qui ont tout approuvé, qui ont une envie. Voilà. Mais je peux te dire qu'en 1 an et 2 mois, quand je rentre dans l'open space aujourd'hui, ça buzz, ça vibre, et en fait, ça fait remonter tout le monde. Parce qu'à un moment, quand tu vois des gens qui sont en train de faire un nombre de calls inimaginable, t'as envie d'y aller, quoi. T'as pas envie d'être sur la touche, et donc ça a transformé par l'intérieur. Donc je pense qu'il y a une double approche à avoir ici, mais ça va t'aider d'avoir il te faut des influenceurs, il te faut des ambassadeurs, des personnes qui vont secouer un peu le cocotier en interne. J'espère que je réponds à ta question. Ouais, super. Est-ce qu'on a une autre question? Bonjour, bonsoir. Oui. Moi, c'est Claudia de Mojo, donc merci beaucoup pour la mention. On est bien sûr sur les... C'est cash. On est bien sûr sur la intelligence conversationnelle. Donc pour nous, c'est super important d'encourager les gens à mieux
performer, mais aussi à se continuer à se challenger. Donc oui, c'est tout à fait de ça qu'on parle. Mais ma question, c'est un peu pour vous, comment est-ce que vous adaptez les routines de feedback pour que ça continue à être intéressant aussi pour vous et que ça évolue aussi avec les personnes que vous avez en face. Merci beaucoup. Je prends du coup. Alors déjà, il y a plusieurs routines. Hein. Si on parle des outils conversationnels comme Mojo, il y a les routines qui sont, je pense, à faire piloter par les individuels contributeurs eux-mêmes. En fait, il y a celles que nous, on va pouvoir piloter en tant que manager, mais finalement, celles-ci sont peut-être les moins performantes. Moi, j'aime bien que ce soit peut-être un sales par semaine qui va pick up un call et qui lui-même va driver cette routine. Donc on parle d'une routine qui dure 45 minutes dans laquelle il y a toute l'équipe, par exemple SDR Outbound, et ils vont prendre ce call et décortiquer finalement plusieurs étapes de ce call. On peut aussi mettre des thèmes. C'était d'ailleurs un conseil que m'avait donné mon account exécutif chez Mojo, c'est de dire par exemple ce mois-ci on va creuser la phase de découverte. Est-ce qu'aujourd'hui, notre phase de découverte, elle est suffisamment au niveau ? Et dans ces cas-là, on va mettre des thèmes par semaine ou par mois sur les routines pour vraiment tacler un sujet méthodologique, prendre que les phases de découverte de tous les calls, on ne va pas se taper tout le call, et se dire, voilà, est-ce que ça respecte notre standard ? Est-ce que c'est au bon niveau ? Comment on aurait pu s'améliorer ? Alors ça implique d'être super à l'aise avec la culture du feedback. Dans tous les cas, l'utilisation d'un outil d'intelligence conversationnelle comme celui-ci, ne le faites pas si vous n'avez pas une culture du feedback qui est bienveillante, transparente, dans l'ADN finalement de votre boîte, parce que sinon ça peut mettre vraiment très très mal à l'aise. Donc moi j'ai l'habitude d'emborder en disant sache que chez nous tous tes calls sont enregistrés, tout le monde peut les écouter et tout le monde peut te faire du feedback. Est-ce que c'est OK déjà ? Parce que juste ça, ça peut mettre très très mal à l'aise. Donc vraiment avoir ce système du feedback bienveillant où on fait du positif, mais du constructif aussi pour s'améliorer. Donc voilà, mettez des thèmes, donnez aussi le pouvoir à certaines personnes dans votre équipe pour que ce ne soit pas toujours le manager qui drive la même routine. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je crois qu'il y avait une autre question là. Merci beaucoup pour ce talk. J'ai une question sur les stratégies d'outbound. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Entre personnalisation et volume, où est-ce que vous mettez le curseur ? Typiquement, si je personnalise beaucoup, j'adresse 10 contacts peut-être dans ma journée. Si je fais du volume, j'en adresse 100. Est-ce que vous avez des meilleurs résultats sur la perso ou sur le volume ? C'est une question que tout le monde se pose, je pense, à chaque fois que tu commences une stratégie outbound. Je pense que déjà, pour répondre, tu n'as que 24 heures dans une journée pour travailler. Respect, work-life balance, on a 24 heures. Non, mais vraiment, on va avoir une dizaine d'heures dans la journée. Un super conseil que m'avait donné Chris Hadfield, qui travaille dans la bienveillance en sales, pour créer des cultures sales vraiment dans le positivisme. Il dit, commence ta journée par la chose qui est la plus dure pour toi. Et il y a beaucoup de personnes qui vont dire, c'est le call calling. Donc la veille, il prépare les personnes qui vont appeler le lendemain matin. Et ça, je trouve ça assez puissant de se dire, à 16h, là, j'en peux plus, ma journée, elle est calée, je peux plus appeler. Je vais préparer ma liste pour demain matin quand je serai full énergie. Et je pense que d'avoir ce côté quantitatif déjà préparé, d'appeler et de te dire, par jour, je sais que pour faire ma target, il me faut tant de calls, tant d'emails, tant de LinkedIn, tant de Vidyard, de vidéos. Je pense que c'est important d'avoir ça, un peu ta calculatrice, si tu veux, de target, et de te dire, il faut les faire. Ta qualité versus ta quantité, tu vas l'avoir dans HubSpot, dans Salesforce, d'avoir tes ratios, de savoir exactement combien tu vas faire. J'aimerais te dire un chiffre là, mais ça dépend d'une entreprise à une marque. Scaleway va pas avoir les mêmes ratios qu'un HubSpot par rapport à certains pays, par rapport à la brand awareness. Des fois, il faut peut-être plus appeler, peut-être envoyer plus d'emails. Mais c'est vraiment de trouver toi, par rapport à ton CRM, ce qui fonctionne et de prendre les anciens. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pas besoin de réinventer la roue.
Ce qui a fonctionné pour 10 copains, ça va fonctionner pour toi. Si jamais on commence un business, je pense que là, c'est le nerf de la guerre, c'est le plus dur. Faut tester, faut avancer et faut poser un peu moins de questions, je pense. Mais voilà. Je vais te répondre. Les deux, mon commandant. Enfin, faut faire de la qualité et du volume. Comment tu fais du volume avec de la qualité ? Déjà, il faut essayer de segmenter ton marché. On en parlait tout à l'heure. Chez Conto, on a la chance d'avoir des équipes lead gen et marketing aussi qui nous aident beaucoup à ça. Mais tu te dis, par exemple, ma cible, c'est les boîtes de 50 employés qui sont toutes des marketing agencies. Elles font toutes le même métier, elles ont toutes la même boîte et globalement, franchement, elles ont toutes la même pain. Et en fait, ton messaging, il est trop trouvé. Et tu vas vraiment segmenter tes cadences de mail, de call, sur les mêmes business, les mêmes tailles de boîte, les mêmes pains. Donc finalement, tu vas créer un pitch très personnalisé par rapport à une cible business, une taille de boîte et une pain. Et tu vas pouvoir le balancer à 1000, 2000 boîtes. Mais parce que tu as d'abord segmenté, organisé ton pitch pour que du coup, tu puisses faire du volume et en même temps cette sensation quand même de qualité dans... tu vas pas parler de la même manière à une marketing agency, à une boîte dans l'industrie lourde à Calais. Donc, c'est pas pareil. Donc vraiment, voilà, insistez et travaillez beaucoup avec vos équipes marketing pour qu'ils vous aident à créer ces messaging pour que ça ait l'air le plus personnalisé. Je suis pas pour la surpersonnalisation non plus. Je pense que vous passez un temps fou à rédiger des mails super personnalisés que personne ne verra jamais. Et ce que je répète souvent à mes sales, c'est regarde mon agenda et regarde déjà moi, quand est-ce que tu pourrais m'appeler si tu devais me joindre. Ça va être vite réglé. C'est entre midi et 2, avant 9h30 et à 18h15. Donc voilà, faites des choses que vous-même, vous pourriez potentiellement ouvrir ou auxquelles vous pourriez répondre. On va prendre une dernière question. Je voulais juste rajouter une toute petite chose sur aujourd'hui, dans ce qu'on fait aussi dans le lancement de boîtes, pour répondre à ta question, mais on passe un peu de temps à tester ce qui marche le mieux, ce qui s'ouvre le mieux, ce qui nous apporte un meilleur taux de retour. Ça, c'est le moment où on y prend un peu de temps. Et dès qu'on a compris le message qui fonctionne le mieux, là, on peut adresser en masse effectivement une même cible. Donc, je rejoins. Et on n'a pas de marketing aujourd'hui. On a Jade, moi, LinkedIn et un téléphone. Et en fait, c'est vrai qu'on prend un peu de temps pour comprendre ce qui fonctionne. Par contre, une fois que ça fonctionne, on tabasse en masse sur ce qu'on a remarqué qui était le plus efficace. Donc, ça peut aussi apporter un autre regard de moins grosse machine. Une dernière question. Yes. Déjà, merci beaucoup pour le talk, super inspirant. Du coup, moi, je suis account manager chez Malte, la plateforme de freelance, et partenaire de Conto, par ailleurs. Je pense que ma question fait le lien avec la question précédente sur la surpersonnalisation et le volume. On est dans l'ère du digital, où tous nos prospects, je pense que si on est sales, on sait qu'ils sont sursollicités par des emails, des in-mails, des appels. Et je pense que c'est important de réinventer les touchpoints. Alors, Dorine, tu avais parlé de VDHR, je crois, ou VDR, effectivement, pour les vidéos. Nous, chez Malte, on mène des réflexions autour de l'intelligence artificielle, bien évidemment, et l'inclure dans le process de vente, autant pour la prospection que plus globalement sur tout le funnel de vente. Est-ce que vous, c'est déjà des initiatives que vous avez commencé à explorer ? Et si oui, qu'est-ce que vous avez mis en place tout au long de votre funnel de vente ? Tu vas avoir pas mal d'AI qui vont t'aider à connaître ton prospect plus rapidement. Donc c'est coûteux, c'est pas des AI qui vont être freemium. Tu vas avoir Human Linker par exemple, qui est une super boîte d'AI qui va en fait te profiler sur une page LinkedIn ce que ton prospect aime, la personnalité. Faites-le sur vous-même, c'est assez impressionnant. Et tu vas pouvoir connaître le messaging, les habitudes, plein de choses, et ça va t'aider à booker plus de meetings. T'as Crystal aussi, c'est une autre boîte d'AI qui fait ça, qui fait du profiling avec un color code de personnalité, qui va te dire par rapport à la couleur, cette personne, elle aime les messages un peu plus dynamiques, cette personne, elle aime les choses un peu plus froides, un peu plus calculées, un peu plus chiffrées. T'as pas mal de boîtes qui t'aident à connaître ton prospect et à savoir un peu comment lui parler. Et t'as des boîtes qui vont t'aider à trouver aussi des choses qui sont moins tournées vers l'intelligence artificielle. Tu as des boîtes qui vont faire de l'envoi de cadeaux pour toi, et ils vont connaître les cadeaux que les personnes aiment
par rapport à leurs habitudes d'achat. Et donc, tu vas pouvoir envoyer tout ça et faire... c'est coûteux, hein, c'est pas des choses qui sont gratuites, mais si tu as vraiment ces prospects, ces VIP que tu as envie d'avoir, c'est des choses, des AI qui peuvent t'aider. Je dis pas que je les recommande toutes, ça dépend de ton marché, ça dépend de la culture, ça dépend de comment tu vas avancer. Avant, je travaillais à Data Echo, on a déjà envoyé des lettres et des bouquins de big data aux clients, ils ont adoré. Donc il n'y a pas que l'IA, tu peux faire aussi du old school qui marche super bien. Mais il faut trouver les deux. Quelle IA va vraiment t'aider, quelle IA va te propulser et te faire gagner du temps aussi. L'IA, on l'utilise bien évidemment, bien évidemment, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, on l'utilise aussi chez HubSpot. Un des fondateurs de HubSpot, qui est toujours CTO aujourd'hui, est obsédé d'IA. Donc, je vous invite à le suivre sur LinkedIn. Il est assez marrant, il publie beaucoup. Je dirais que l'IA, on l'utilise pas forcément pour l'aspect chasse en particulier, mais l'objectif, ça va vraiment être à chaque mouvement d'un deal, l'IA va être là. En fait, c'est quoi ce vers quoi on tend? C'est un espèce de petit agent IA qui va screener tout ce que tu racontes, qui, entre le moment où tu passes en discovery à ton IGA ou à ta démo, il va dire attention, là tu vas un peu vite, t'as pas encore parlé de budget, je pense qu'il faudrait que tu reparles de telle ou telle manière. On parlait de l'inbound, c'était le sujet d'aujourd'hui, qui dit j'ai entendu tel mot-clé dans la conversation que tu as eue avec ton prospect, je pense que tu devrais lui envoyer tel contenu marketing qu'on a produit, ça lui apporterait de la valeur. Donc l'IA va pas forcément être dans de la chasse pure et dure, mais vraiment partout en fait sur la manière dont on va faire des sales. Donc c'est évidemment un super levier pour aider à optimiser notre temps, à essayer d'éliminer un maximum de tâches chronophages pour avoir un maximum de son temps dédié à créer de la valeur auprès de ses prospects. Donc passionnant. Globalement, de toute façon, s'il y a une tâche que vous faites plus de 2 fois, il faut l'automatiser. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui vous permettent de l'automatiser. Un sales passe malheureusement beaucoup trop de temps à faire de l'admin et très peu de temps à vendre. Et je sais, c'est une peine qu'on ressent tous, c'est une catastrophe. Donc voilà, je pense que l'objectif, c'est intéressez-vous vraiment à tous ces outils qui vont vous permettre de passer le maximum de temps sur ce que vous savez bien faire et ce pourquoi vous avez signé pour ces jobs-là, c'est-à-dire du temps avec vos prospects et du temps à vendre. Donc il existe plein d'outils, on pourrait en citer plein. Mais de votre côté aussi, j'en reviens tout à l'heure avec mon conseil, mais attendez pas qu'on vous nourrisse avec quels sont les outils, c'est quoi l'IA. Il faut aller chercher, là, je pense que c'est le bon moment pour quand même rester au niveau du marché et être peut-être un tout petit peu en avance par rapport aux autres. Intéressez-vous à ce qui se fait, lisez des choses, testez. Il y a plein de versions aussi free de tous ces outils pour tester ce qui existe, parce que l'IA, on ne va pas y couper. Hein. Et il y aura ceux qui auront pris le tournant et ceux qui ne l'auront pas pris. Et j'ai un peu peur que ce soit rédhibitoire si on ne s'est pas intéressé en tant que sales, que manager, que tout court professionnel, en fait. Donc, ouais, regardons ce qui peut être fait. Si on peut prendre une toute dernière question, parce que je te voyais en jaune pour plusieurs fois, du coup. Top. Ce sera le mot de la fin. Oui, voilà, justement, ça rebondit. Après, tout le monde va rester, on pourra se reposer des questions pendant le cocktail. Mais je pense qu'il va y avoir un lien, et je ne sais pas si vous aurez d'autres réponses, mais la réalité aujourd'hui, c'est que les sales se plaignent d'avoir trop d'outils, trop de data, trop d'infos, jamais la bonne info au bon moment. Comment vous gérez ça, vous, avec vos équipes? Donc, vous allez peut-être me dire l'IA, et je doute que ça soit une des solutions, mais enfin, en tout cas, la seule solution. Et donc, voilà, c'était un peu un retour d'expérience. Je pense qu'il faut toujours avoir quelqu'un sur qui taper, parce que sinon c'est trop dur. Donc en fait, là c'est la data, mais potentiellement quand tu es à compte exécutif, c'est ton SDR qui est trop mauvais. Quand tu es SDR, c'est la lead gen qui n'a pas bien sourcé, et la lead gen, potentiellement c'est le système du dessus. Donc en fait, il faut une victime, il faut un responsable. Donc oui, il y a beaucoup de data aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes qui existent, il y a beaucoup d'outils. Faut pas hésiter des fois aussi à, je dirais une fois par an ou peut-être une fois tous les 2 ans, à rationaliser, à peut-être refaire une audit de OK, qu'est-ce qu'on a, est-ce que c'est toujours pertinent, est-ce que c'est toujours utilisé. On parlait du coût des licences tout à l'heure, mais c'est vraiment très cher, hein, finalement, tous ces outils dont on parle, si vous les avez tous, ça va vous coûter très très cher sur votre coût d'acquisition client, parce qu'à la fin, il faut l'impacter dans votre CAC quand même. Donc voilà, regardez quand même si à la fin, ces outils sont vraiment pertinents et si vos sales les utilisent réellement. En vrai, des fois, avec juste une licence LinkedIn
Et quelques bons petits outils, on s'en sort très bien. Et le coût à la fin est quand même inférieur. Donc, re-challenger quand même votre stack d'outils régulièrement pour être sûr que ce soit toujours pertinent. Et si je peux ajouter à ce que dit Dorothée, j'ai ouvert la dernière QBR qu'on a faite avec une phrase de l'oncle de Rafael Nadal, qui s'appelle Tony Nadal. Et il a dit « I've never won a game with excuses ». Et c'était vraiment pour arrêter ces excuses, parce qu'il y en a, ils vont me dire « Notre CRM, il n'est pas parfait, on n'a pas les meilleurs outils, on n'a pas tout parfait, mais c'est pas grave ». Mais par contre, si on s'écoute avec toutes les excuses, ça va être compliqué. On est dans une année hyper charnière chez Scaleway, dans un gros growth. On a changé plein de choses. On est en train d'acquérir des super clients. S'il y a quelqu'un qui vient avec plein d'excuses à côté de moi, c'est pas avec un sourire qu'ils vont m'avoir. Mais si c'est avec des solutions, mais à 100%. Rafael Nadal, quoi. Et ça a marché. On va clôturer là-dessus et on va vous inviter après à passer à côté pour le cocktail. Merci. Merci.